Bonjour à toutes et à tous, merci de votre accueil. C'est un bien grand honneur pour moi que de conclure provisoirement cette première biennale d'une série qui va se multiplier. Ce n'est que la première, comme cela vient d'être évoqué. C'est un grand honneur et un défi particulièrement difficile à relever, tant les 4 jours de travail que nous avons passés ensemble ont été riches, denses, ont été féconds à travers la multitude des échanges, des rencontres, des propositions et des débats. C'était la première fois depuis longtemps que des mouvements pédagogiques de sensibilités différentes, des mouvements d'éducation populaire comme les CMEA, prenaient le temps ensemble de confronter leurs options, leurs pratiques et de mettre en commun leurs propositions. Cela me semble non seulement de bon augure, mais particulièrement important par les temps qui courent, à un moment où chacun s'accorde, en particulier en période électorale, pour dire la priorité à l'éducation, mais où cette priorité peine tellement à s'incarner, non seulement à travers la question toujours très difficile des moyens, mais aussi à travers la question peut-être encore plus difficile de la volonté politique qu'il faut avoir et dont nous aurions besoin aujourd'hui pour une éducation à la hauteur des défis de notre temps. Alors vous avez évidemment pris un grand risque en me confiant à moi personnellement ce rôle de grand témoin. Il eût mieux valu, à bien des égards, confier ce travail à quelqu'un qui aurait été moins embarqué, comme dit Pascal, dans les combats de ces dernières années. Il en aurait sans doute tiré une synthèse plus objective, un bilan plus exhaustif, d'autant plus que, pour ma part, et compte tenu de la multitude et de la richesse des activités, je n'ai pas pu assister, évidemment, à la totalité de ce qui était proposé pendant ces journées. Et je les ai vécues à travers le prisme de mon histoire personnelle et à travers le prisme également du regard que je porte et que nous portons ensemble sur la situation actuelle de l'éducation, à la fois dans notre pays, mais plus globalement en Europe et au-delà de l'Europe, puisque nous avions des représentants de plusieurs pays du monde. C'est donc bien d'éducation nouvelle qu'il a été question aujourd'hui et qu'il va être question encore pendant cette conclusion. Éducation nouvelle au sens où, et c'est Jacques Bernardin qui nous le rappelait il y a 24 heures, au sens où Gaston Mialaré s'exprimait dans les années 60 en expliquant que l'éducation nouvelle sera toujours nouvelle, car, disait-il, elle doit s'adapter aux évolutions et aux problèmes contemporains, tout en s'emparant des recherches de son époque. Il ne s'agit donc pas d'une éducation nouvelle mythifiée, embaumée. Il s'agit bien d'une éducation qui s'efforce de réinvestir cette démarche inventive qui fait que des hommes et des femmes, dans les années 1900-1920, se sont regroupés pour faire exister ce projet d'une école et d'une éducation, au sens le plus large du terme, réellement fraternelle, émancipatrice, porteuse de paix et de liberté. Éducation nouvelle, c'est-à-dire éducation qui prend en compte la réalité de ces évolutions sociétales, et je voudrais aussi profiter de ce moment pour faire un clin d'œil à ceux et celles qui suivent cette séance à distance. J'ai reçu hier un message de nos amis belges qui sont réunis ce matin, les CMEA belges, le groupe belge d'éducation nouvelle, le mouvement Freinet belge, pour nous entendre et en même temps discuter de ce que nous allons dire, comme ils l'ont fait au cours de ces journées, après la conférence d'Edwy Plenel et après la conférence de Claude Lelièvre. Notre collègue des CMEA belges me disait dans son message d'hier soir
L'éducation pour nous reste et restera toujours nouvelle, tant qu'elle gardera ses combats ancrés dans les réalités sociales et culturelles, tant qu'elle continuera à inventer des dispositifs adaptés au contexte, à exprimer sa volonté farouche d'offrir à chaque enfant la possibilité de devenir un être réellement libre de ses choix, de ses idées, de ses rêves. Un tel être ne peut naître d'une société marchande où il est avant tout un consommateur esclave de ses pulsions. Nos collègues resituaient ainsi la problématique de l'éducation nouvelle dans celle de ce que l'on appelle aujourd'hui la post- ou l'hypermodernité. Et c'est un peu aussi dans ce sens-là que je vais orienter mes remarques conclusives. L'éducation nouvelle donc, chercher, nous l'avons fait pendant ces 4 jours, résister à aujourd'hui une offensive extrêmement forte contre ce que certains appellent le pédagogisme, pour ne pas avoir à regarder ce qu'a réellement apporté la pédagogie, et combattre parce que nos idéaux sont toujours là et que le projet porté en 1921 au Congrès de Calais par les premiers militants de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, ce projet d'une éducation émancipatrice et fraternelle, est toujours notre projet. Alors, comme l'avait fait avant moi Claude Lelièvre, je vais tenter de défendre avec vous une thèse et je vais d'abord énoncer la thèse que je vais défendre. Comme ça, vous saurez au moins où je veux en venir. Au fond, je voudrais essayer de vous montrer que dans un univers assez largement individualiste qui peine aujourd'hui à construire un commun, qui cherche désespérément à se replier sur des identités qui balayent les singularités au lieu de chercher à construire un commun qui fédère ces singularités et qui leur permet de se retrouver ensemble de manière solidaire, eh bien dans cet univers individualiste qui se perd dans la consommation compulsive de ce qui dans ce monde est épuisable, dans cette société où les savoirs se perdent en une multiplication d'informations virales, et nous pourrions à cet égard, si nous en avions le temps, rappeler les travaux récents sur l'organisation aujourd'hui des médias et la façon dont le caractère viral des informations se substitue à l'exigence de rigueur, de précision et de vérité. Dans une école qui creuse les inégalités sociales en raison du caractère massivement laxiste de ces pratiques, et j'insiste ici sur le mot laxiste. J'insiste sur ce mot laxiste d'autant plus que, l'ayant prononcé dès la conférence d'ouverture que j'ai pu faire jeudi soir, ayant été tweeté, entre guillemets, par notre collègue Cécile Morzadek, qui nous a quittés hier parce qu'elle avait d'autres obligations, j'ai vu les réseaux sociaux s'affoler d'une manière absolument invraisemblable autour de l'utilisation de ce terme. Évoquer le fait que l'école dite traditionnelle, et encore mérite-t-elle le nom d'école traditionnelle, je n'en suis pas sûr, et l'école contemporaine soit laxiste, est de toute évidence insupportable pour un certain nombre de ceux et celles qui aujourd'hui s'en prennent à la pédagogie. On peut écrire sans aucun problème qu'il y a des assassins de l'école, que l'école fabrique des crétins, mais nous n'aurions en aucun cas le droit de suspecter la pédagogie moyenne, la pédagogie qui se pratique au quotidien dans la facilité et la médiocrité d'être laxiste. Eh bien, si nous en avons le droit, et je voudrais vous montrer même que c'est probablement autour de cela que va se jouer dans les années qui viennent l'essentiel de l'avenir de ce que nous portons de l'exigence de l'éducation nouvelle. Car je crois que cette éducation nouvelle peut incarner aujourd'hui la volonté d'un accès de toutes et de tous à une véritable culture, la volonté d'un accès de toutes et de tous aux connaissances, aux savoirs et aux attitudes permettant de s'impliquer dans une démocratie
où la confrontation des singularités permettra la construction du commun. L'éducation nouvelle, c'est bien le droit à l'éducation pour tous, et avec ces militants qui depuis des années et des années le redisent, je nous implore, abandonnons définitivement l'expression d'égalité des chances. Il y a la Française des Jeux pour ça. L'égalité des chances, ça n'est pas notre combat. Notre combat, c'est le droit à l'éducation pour chaque enfant. C'est le droit à la culture pour chaque enfant. C'est le droit à l'émancipation pour chaque enfant. Ça n'est pas une course d'obstacles où l'on place sur la même ligne de départ les cul-de-jatte et les marathoniens en disant égalité des chances. Alors oui, cette éducation nouvelle, nous la revendiquons comme telle. C'est aussi une éducation dont, et cela a été dit à de très nombreuses reprises au cours de cette biennale, dont le cœur est la transmission rigoureuse des savoirs. Ce n'est pas un des moindres paradoxes de ces 4 jours que d'avoir été des jours de débat infatigable sur la question des savoirs. Alors qu'on nous oppose en permanence l'idée d'une pédagogie qui balayerait la question des savoirs au profit d'une sorte de contemplation béate d'une enfance qui s'éveillerait miraculeusement, eh bien non. La question des savoirs a été en permanence au cœur de notre travail commun, et l'éducation nouvelle incarne bien cette question des savoirs, elle incarne l'exigence intellectuelle. J'ai trouvé dans les ateliers, dans les forums, dans les échanges de pratiques, cette exigence exprimée chaque fois par chacun des mouvements. Je l'ai trouvée exprimée sur des concepts qui pourtant semblaient faire consensus et où tout le monde avait envie d'aller un peu plus loin. Souvenez-vous, pour ceux qui y étaient, du débat entre Jacques Bernardin et Sylvain Connac sur la coopération, par exemple, où il se demandait si la coopération bénéficiait bien à tous, si elle était assez exigeante intellectuellement pour tous, si elle n'amenait pas certains à être systématiquement valorisés au détriment d'autres. Souvenez-vous des débats qu'il y a eu dans un certain nombre d'ateliers autour de la construction des savoirs et de la précision, de la justesse, de la vérité requise, de l'exploration scientifique nécessaire à un exposé des savoirs qui soit un véritable partage de ceux-ci. Il y a dans l'éducation nouvelle cette exigence intellectuelle, vous en avez témoigné, chacun d'entre nous en a témoigné, et les échanges eux-mêmes ont été nourris en permanence par cette exigence. Que nul ne soit écarté du cercle des savoirs qui ont construit cette humaine condition dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle nous exauce au-dessus de toutes les formes d'animalité et de violence. Enfin, l'éducation nouvelle me semble pouvoir incarner aujourd'hui la mise en œuvre dans toutes les situations éducatives, formelles comme l'école, non formelles et informelles, qu'on a peut-être insuffisamment travaillé pendant ces journées, la famille, les médias, le tissu associatif, sportif et culturel, le lieu de la construction d'une véritable autorité. Et de la même manière que j'assume le mot de la lutte contre le laxisme, j'assume totalement le mot de la construction d'une véritable autorité. L'éducation nouvelle, c'est l'éducation à l'autorité et de l'autorité. Et en ce sens, je voudrais, avec vous aujourd'hui, et d'une manière qui peut vous apparaître de toute évidence provocatrice, dire que je me situerai dans une perspective résolument offensive. Non pas défendre ou se défendre de ne pas avoir été assez ceci ou assez cela, mais dire très clairement, l'éducation nouvelle, nous continuons à militer pour une justice sociale en acte, pour une revalorisation des savoirs exigeants ayant un pouvoir culturel mobilisateur,
pour la restauration de l'autorité. Et j'expliquerai pourquoi nous militons pour la restauration de l'autorité. Pour l'invention de contraintes fécondes que nous assumons comme contraintes éducatives nécessaires à la formation de la liberté. J'irai même jusqu'à dire que l'éducation nouvelle lutte et luttera avec toute son énergie, toute sa force, contre la baisse du niveau scolaire et citoyen. Parce que nous sommes pour la hausse du niveau scolaire et citoyen et que c'est nous qui l'incarnons. Et que nous nous battrons contre le laxisme sous toutes ses formes, c'est-à-dire contre toutes les formes de recul et d'abandon éducatif que l'on peut imaginer. Alors, il y a plusieurs dimensions à cette thèse, et je vais tenter en quelques minutes de les développer. Mais avant de les développer, je voudrais souligner qu'évidemment, cette thèse se situe dans la grande tradition provocatrice de l'éducation nouvelle elle-même. Ceux et celles qui connaissent un petit peu l'histoire des grands congrès de l'éducation nouvelle savent qu'à chaque congrès, on s'interrogeait pour savoir qui allait être le plus provocateur dans le discours et qu'il y avait presque une sorte de stimulation pour provoquer à la pensée, pour provoquer à la réflexion collective. Je voudrais aussi, à travers la valorisation de cette thèse, faire un clin d'œil à nos collègues de la pédagogie institutionnelle qui nous ont montré depuis longtemps, en prenant l'image des arts martiaux, qu'il faut toujours utiliser la force de l'adversaire à notre profit pour pouvoir le terrasser. Eh bien, c'est parce que l'adversaire nous accuse en permanence de laxisme que nous devons montrer que c'est lui qui l'est, en réalité, et que c'est nous qui incarnons l'exigence. C'est aussi une manière de me référer à la thèse de quelqu'un dont je crois les travaux sont peu connus, parfois un peu considérés comme négligeables, et je trouve à tort, qui sont les travaux de Neil Postman sur la nécessité du pouvoir thermostatique de l'éducation. Neil Postman qui écrit un ouvrage qui s'intitule « Enseigner, c'est résister » dans les années 90, dans lequel il montre que la fonction des institutions éducatives et de l'éducation en général n'est pas d'aller systématiquement dans le sens de ce que la société porte, mais si l'éducation l'estime nécessaire, eh bien de rétablir les équilibres thermostatiques fondamentaux face à une société qui était une société complètement corsetée dans des manières archaïques. Il était sans doute légitime et probablement extrêmement nécessaire que Neil propose de manière extrêmement provocatrice ce qu'il a fait à Summerhill et que dès 1921, il fasse un grand discours au Congrès de Calais sur les vertus de la masturbation. Il est sans doute intéressant aujourd'hui de regarder en quoi notre société a évolué et en quoi notre éducation nouvelle, pour être fidèle à ce qu'en disait Gaston Mialaret, doit prendre au sérieux un certain nombre de dérives de notre société pour pouvoir les corriger ou en tout cas tenter d'aller à leur rencontre. Et puis au fond, cela est tout à fait conforme à l'histoire même de cette éducation nouvelle qui, quand on la regarde de près, pose évidemment plus de questions qu'elle ne fournit de réponses prêtes à l'emploi. J'ai eu l'occasion de le dire dans la conférence de jeudi soir, si l'on explore les textes, les débats de l'éducation nouvelle, on va y trouver sur des questions centrales comme la question de l'individualisation, comme la question de l'orientation, comme la question des rapports du collectif et de l'individuel, etc. On va y trouver des débats très vifs, des débats très vifs entre des gens qui se respectent, mais qui posent des problèmes. Et on va trouver, et c'est tout à fait étonnant, des congrès qui se concluent par l'affirmation de problèmes à traiter plutôt que de solutions à mettre en œuvre. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement salutaire à un moment où l'on nous propose de traiter l'éducation à travers des solutions, qu'elles soient scientistes, technologiques, managériales ou magiques.
il y a là quelque chose d'extrêmement salutaire que de revivifier les problèmes et que de refaire de ces problèmes la source de notre combat quotidien. Car on ne s'engage pas pour appliquer mécaniquement des solutions élaborées par d'autres, on s'engage pour résoudre en commun et d'une manière inventive des problèmes sur lesquels on a travaillé ensemble. À un moment où nous voyons poindre les miracles technologiques que produirait le numérique, les miracles pseudo-pédagogiques que produirait l'usage commercial de la pédagogie Montessori, les miracles pseudo-didactiques que produirait la méthode singapourienne en mathématiques, les miracles scientifiques que produirait le fait de passer un certain nombre d'enfants de 5 à 7 ans sous IRM régulièrement, à un moment où nous voyons avancer ces espèces de solutions miracles qui sont censées nous apporter des remèdes immédiats, applicables et systématisables à l'éducation, il est bon de revivifier les questions et de se dire, au fond, qu'est-ce qui nous meut réellement? Qu'est-ce qui nous meut et qu'est-ce qui fait que nous avons envie, non pas d'être de simples prolétaires au sens de Marx, au service de solutions inventées par d'autres et de grandes machineries mises en place par des systèmes qui nous oppriment, mais des acteurs, de véritables acteurs du quotidien qui travaillons en conscience des difficultés et des contradictions que nous traversons, qui travaillons ensemble à inventer une éducation qui ne sera jamais un système définitif, qui ne sera jamais une solution scientifique applicable sur tous et à tous d'une manière permanente. Et puis, si je me permets de dire cela avec vous, c'est parce que c'est un miroir, je crois, des ateliers, des échanges de pratiques, des forums, des tables rondes de cette biennale, où l'exigence de solidarité critique a été constante. C'est Bruno Latour qui parle de proximité critique. J'aime bien parler pour ma part de solidarité critique. Il n'y a de vraie solidarité que dans la lucidité critique à l'égard des autres. Être solidaire de quelqu'un, c'est pas être complaisant à son égard, c'est lui poser les vraies questions, les bonnes questions, c'est l'aider à aller plus loin. La solidarité et la critique ne sont pas deux choses qui s'opposeraient, elles sont au contraire deux éléments profondément solidaires, et j'ai trouvé cette solidarité critique au quotidien dans nos travaux. Alors à partir de là, rapidement, je vais essayer de décliner maintenant devant vous ce que j'ai exprimé d'une manière un peu cavalière et provocatrice, 12 chantiers, parmi d'autres, parce que je n'ai pas pu encore une fois assister à tout, 12 chantiers qui me paraissent pouvoir être travaillés, pouvoir être repris par chacun des mouvements que nous constituons et sur lesquels la biennale que nous avons vécue a déjà posé un certain nombre de jalons particulièrement importants. Premier chantier, dans une société où la réussite individuelle est supposée contribuer spontanément à l'intérêt collectif, ce n'est pas une nouveauté, c'est la fable des abeilles de Mandeville, hein, les vices privés font les vertus publiques. C'est la vieille théorie libérale qui fait encore florès. Dans une société où la notion de réussite semble faire oublier la fragilité même de l'être humain, parce que c'est cela qui se fait jour à l'intérieur d'un certain nombre de déclarations que nous entendons. Hein. Ceux qui ne réussiraient pas seraient condamnés à la marginalité. La fragilité, elle est quasiment oubliée. Or, nous sommes, nous, dans la tradition de l'éducation nouvelle, convaincus que la réussite n'est jamais définitive, que l'être humain est toujours fragile, qu'il doit sans cesse se remettre en chantier, et que sa réussite, elle est toujours à réinterroger à l'aune du collectif dans lequel il s'inscrit.
Dans une société où la réussite individuelle est supposée contribuer spontanément à l'intérêt collectif, l'éducation nouvelle doit, me semble-t-il, travailler inlassablement à la mise en place de formes de coopération qui profitent à tous et construire du commun. Alors j'ai commencé par ce point-là parce que le mot coopération, il m'a semblé, je n'ai pas fait une analyse très détaillée et je n'ai pas utilisé un logiciel linguistique pour traiter la totalité des discours de cette biennale, mais il m'a semblé que c'était parmi les mots qui revenaient le plus souvent partout. Et je crois que c'est intéressant que ce soit ce mot coopération qui soit en tête des mots qui reviennent le plus souvent. Coopération, ce n'est pas simplement juxtaposition des réussites individuelles, c'est construction d'un espace où chacun peut, avec sa singularité, contribuer à élaborer un bien commun, à travailler à ce bien commun. Nous sommes là devant un enjeu absolument majeur, qui n'est pas simplement un enjeu scolaire, qui est un enjeu de civilisation. Et il me semble que l'éducation nouvelle a son mot à dire sur cet enjeu-là. Elle a à montrer en quoi l'idée de coopération est encore infiniment féconde aujourd'hui, qu'elle a été à peine explorée dans le champ social, un peu explorée dans le champ scolaire, mais reste terriblement marginalisée dans l'ensemble des institutions éducatives. Deuxième élément, dans une société où ce qu'on pourrait appeler, ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle la satisfaction pulsionnelle, l'attractivité et l'immédiateté l'emportent systématiquement sur la quête de précision, sur la quête de justesse, sur la quête de la vérité, l'éducation nouvelle doit travailler, me semble-t-il, sur le sursis, ce qui permet l'émergence de la pensée, l'entrée dans la réflexivité et le nourrissage par la culture. On a peu prononcé parce qu'il se trouve qu'il n'était pas là beaucoup, mais dans l'atelier sur les droits de l'enfant, son nom a été évidemment évoqué, la personnalité de Janusz Korczak. Si Korczak nous a appris quelque chose d'essentiel, c'est bien cette importance du sursis. Cette importance de ne pas se réfugier dans une acceptation facile du caprice de l'enfant, mais ne pas non plus se réfugier dans la récusation systématique de ses pulsions. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux, ne fais que des capricieux. Non, tu ne feras pas ce que je te dis, ne fais que des dissimulateurs. Korczak nous disait déjà, l'attitude éducative, ça n'est ni oui, tu fais ce que tu veux, ni non, tu fais pas ce que je t'interdis, c'est non, pas tout de suite, oui, mais peut-être, réfléchissons-y ensemble. Et c'est cela qui fait que de l'intérieur de la personne émerge de la pensée, émerge de la capacité à prendre en compte le point de vue d'autrui, l'intentionnalité d'autrui, émerge aussi cette capacité extraordinaire à se nourrir de tous ceux et de toutes celles qui ont élaboré des œuvres qui peuvent venir précisément étayer notre pensée. C'est la raison pour laquelle un des enjeux majeurs, je crois, de l'éducation nouvelle est de militer pour que l'éducation reste un espace de décélération systématique, dans un moment où tout s'accélère, dans un moment où l'on est tenté, parce qu'il y a le programme, parce qu'il y a les exigences, parce qu'il y a les comparaisons internationales, à poser des questions et puis à ne pas attendre que chacun réfléchisse, prenne le temps d'élaborer sa réponse, dans un temps où l'immédiateté, la rapidité de la réaction supplante l'examen de sa validité. Prenons du temps, ralentissons, soyons des acteurs de décélération, parce que seule cette décélération permet d'entrer dans une pensée réflexive et permet d'accéder dans cette espèce d'ouverture intérieure qu'elle autorise à la richesse de toute la culture humaine. Nous sommes ici devant une vraie question, y compris institutionnelle. Je ne veux pas rentrer dans des débats trop techniques, mais
la façon dont aujourd'hui on se fixe par exemple sur le cours préparatoire en France, en faisant une année où tout va se jouer, hein, où on abandonne la notion de cycle, où on fait semblant de ne l'avoir jamais élaborée, à un moment où il faut répondre immédiatement et le plus vite possible aux injonctions des comparaisons internationales, eh bien, prendre le temps de réfléchir, d'accéder à la compréhension des choses et pas simplement à réagir immédiatement dans l'instant, est évidemment un des points forts sur lesquels l'éducation nouvelle doit se battre, et elle l'a montré pendant cette biennale. Troisième élément, dans une société où le langage se dissout dans le slogan et parfois dans le bavardage, dans le commentaire du commentaire sur des chaînes qui n'en finissent pas de diluer en permanence des informations qui n'ont pas été véritablement interrogées, dans une société où la séduction l'emporte sur la précision, où la complicité clanique l'emporte sur l'interargumentation rationnelle, eh bien, l'éducation nouvelle, et nous l'avons dit ici, doit militer sans relâche pour la clarté dans la formulation, pour la fermeté linguistique, pour la construction de formes de débat respectueux des principes de la probité intellectuelle, comme le disait Édouard Claparède dans son fabuleux texte testamentaire « Morale et politique » ou « Les vacances de la probité ». Oui, on a débattu de la pédagogie explicite. Oui, on a entendu, et nous avions entendu depuis déjà longtemps, un certain nombre de critiques, elles datent de Viviane Isambert-Jamati, sur le caractère de complicité culturelle que peut prendre un certain implicite dans la pédagogie. Nous avions entendu les alertes de Bourdieu à la fin de la reproduction sur la pédagogie rationnelle et la violence symbolique que constitue l'usage de formes extrêmement connotatives du langage au détriment des formes dénotatives. Oui, nous l'avons entendu cela. Mais ce n'est pas parce que nous sommes clairs sur cela que nous faisons de l'explicitation le cheval de Troie de la réintroduction d'un enseignement qui exclurait systématiquement toute forme de recherche, toute forme d'expérimentation, toute forme de travail documentaire, toute forme de mise en œuvre de la pensée. Oui, nous l'avons entendu au cours de ces journées, il faut que les situations d'apprentissage soient explicites pour qu'elles n'excluent pas ceux et celles qui ne sont pas dans une complicité préalable avec l'école et avec le langage de l'école, mais il ne faut pas pour autant que ces situations d'apprentissage abolissent l'implication de celui qui apprend et qui est le seul, bien évidemment, à pouvoir faire cette démarche d'apprentissage. Donc soyons clairs avec cela. Nous sommes pour la fermeté linguistique. Nous sommes, comme le disait Vygotsky, pour que le langage du maître soit un instrument psychique pour la construction de l'élève. Nous sommes pour que les consignes soient claires, qu'elles soient fermes, qu'elles soient précises. Nous sommes pour que les situations ne renferment jamais des malentendus culturels qui laisseraient une partie des élèves de côté. Mais nous ne sommes pas pour autant pour exonérer l'élève du travail que lui seul peut faire et que lui seul doit faire parce qu'il est un travail simultanément d'apprentissage et d'appropriation qui est le travail même de la recherche et de la pensée. Alors cela, l'éducation nouvelle le porte, avec exigence aussi, et elle le porte en essayant de regarder le plus honnêtement possible les travaux qui existent aujourd'hui sur toutes ces questions-là et la manière dont ces travaux nous proposent des orientations pratiques. Quatrième élément, dans une société où le consommable et l'obsolète l'emportent souvent dans le cadre de ce que Paulo Freire a appelé une pédagogie bancaire,
Il me semble que, et cela a été dit à plusieurs reprises dans de nombreux ateliers auxquels j'ai assisté, que l'éducation nouvelle doit faire de la remise en chantier, du travail vrai, comme disait Célestin Freinet, sans cesse amélioré, de l'élaboration du chef-d'œuvre dans le cadre de ce que quelqu'un qui n'est pas particulièrement quelqu'un proche de l'éducation nouvelle, qui est le philosophe Alain, appelait la patience d'atelier. C'est une expression que j'aime beaucoup. Il me semble que l'éducation nouvelle doit faire de cela la forme normale du travail quotidien et de l'évaluation dans l'école. Celle qui permet non pas de devenir meilleur que les autres, mais meilleur que soi-même. Nous en parlions à plusieurs reprises avec plusieurs d'entre vous au cours de ces journées. Rien n'est plus laxiste que la pratique actuelle de l'évaluation dans l'éducation nationale. Qu'on puisse mettre 8 à une dissertation de français avant de mettre 9 à la suivante, 12 à celle d'après et revenir à 7 à la quatrième pour proposer une moyenne de 8,23 n'a rien d'exigeant. C'est le laxisme le plus absolu. Que nous mettions 8, on pourrait l'envisager, l'imaginer, mais à condition que nous demandions à l'élève de reprendre son travail, à condition que nous demandions à l'élève de remettre en chantier son activité, son écriture, à condition que nous lui proposions de s'améliorer, d'accéder à ce qu'il peut faire de mieux, à ce qu'il pourra considérer comme étant pour lui une forme de chef-d'œuvre. Cet abandon d'une pédagogie et d'une évaluation exigeante au profit d'une pédagogie bancaire qui est aujourd'hui la pédagogie massivement utilisée par l'éducation nationale et qui nous autorise des absurdités comme le fait que dans un examen aussi important et aussi symboliquement important que le baccalauréat, on puisse compenser une note de français par une note de physique ou une note de chimie par une note de géographie. Dans un univers où les tenants de la notation chiffrée se prétendent les tenants de l'exigence, nous devons montrer que cette forme d'évaluation, comme l'avait déjà si bien dit Célestin Freinet, c'est une forme d'évaluation paresseuse. Paresseuse. L'enfant bâcle son travail, il repart avec une mauvaise note, tout le monde est mécontent ou content, et on s'arrête là. C'est la paresse. Là où l'on nous vend de l'exigence, on pratique la paresse. L'on entérine la paresse, l'on encourage la paresse. L'éducation nouvelle lutte contre la paresse, elle veut que les enfants travaillent. L'éducation du travail, c'est le titre d'un des plus grands livres de Célestin Freinet, et l'éducation du travail reste encore devant nous un objet, un enjeu absolument essentiel. Cinquièmement, dans une société où la virtualisation de l'économie, des échanges entre les humains et des échanges entre les humains et le monde sont dominants, virtualisation préoccupante, qui est le propre de ce libéralisme que nous vivons aujourd'hui, de ce libéralisme financier. Une tonne de blé à la bourse de Chicago change, je crois, une vingtaine de fois de prix dans la seconde qui suit sa mise sur le marché. Et les robots traders s'approchent d'ailleurs de plus en plus des bourses elles-mêmes pour raccourcir le temps de réaction. Le prix, c'est tout simplement une fiction. Le prix, c'est une fiction, c'est du virtuel. Le prix, c'est ce qui résulte des spéculations entre des robots traders qui anticipent sur des bénéfices éventuels. Le capitalisme financier a substitué le prix au coût. Le coût, il est réel. Le coût d'une tonne de blé, il est réel. Le coût, c'est le coût humain, le coût de l'empreinte écologique, c'est le coût du transport, c'est un coût mesurable, mais ce coût, il a été totalement évacué et écarté, virtualisé, au profit de quelque chose qui vient là régir les rapports entre les hommes et qui est totalement virtuel
et qui nous rend esclaves de cette virtualité. Eh bien, au moment où cette virtualisation des rapports entre les humains et le monde l'emporte ou tente de l'emporter, l'éducation nouvelle doit faire, je crois, de la résistance de l'objet, de la rencontre avec la résistance de l'objet et du dialogue avec lui, une forme de travail absolument essentielle. Je fais partie de ceux qui croient fermement qu'il n'y a pas d'opposition plus stupide, plus stérile, plus absurde que l'opposition entre le travail manuel et le travail intellectuel. Jean Zay le disait déjà, l'éducation nouvelle n'a cessé de le rappeler. Un bon chirurgien est évidemment un bon manuel, heureusement, et nous souhaitons tous que les agriculteurs soient de vrais intellectuels pour qu'ils puissent penser l'organisation des cultures selon des principes qui préservent notre environnement. Au-delà de cette séparation absurde entre le virtuel et le manuel, il y a, je crois, aujourd'hui, une perte de contact de nos enfants avec l'objectivité du réel. C'est Matthew Crawford, que certains d'entre vous connaissent certainement, ce philosophe tout à fait étonnant, qui est professeur de philosophie à mi-temps à Harvard et réparateur de motocyclettes pour son autre mi-temps, qui a écrit un premier livre il y a 4 ans superbe, qui s'appelait L'éloge du carburateur, et qui a publié l'an dernier un livre qui s'appelle Contact. C'est Matthew Crawford qui explique à quel point, à partir d'enquêtes extrêmement documentées, effectuées sur l'ensemble du territoire des États-Unis, à quel point les difficultés intellectuelles d'un très grand nombre de nos enfants sont liées à la disparition de leur rapport aux objets concrets, aux objets qui résistent, aux objets avec lesquels il faut dialoguer, parce qu'on ne peut pas leur imposer notre toute-puissance d'une manière quasiment magique. Le bois, la pierre, la terre, mais aussi le carton que l'on découpe et l'ensemble de ces activités que l'on peut faire à la fois à l'école et dans les activités socio-éducatives, eh bien, elles doivent permettre à l'enfant de se construire en assumant le fait que le monde lui résiste un peu, qu'il n'est pas tout puissant, et que c'est dans le dialogue avec ce qui résiste dans le monde qu'il construit le monde et qu'il se construit lui-même. Et Matthew Crawford montre très bien à quel point avoir conceptualisé autant notre enseignement et abandonné aussi vite leur rapport avec l'exigence du concret aboutit exactement à l'inverse de ce à quoi nous aspirions, c'est-à-dire aboutit à un effondrement de la conceptualisation. Effondrement de la conceptualisation qui passe d'ailleurs par l'effondrement des capacités d'attention. Crawford montre très bien que le travail sur l'objet est construction de ce qu'il appelle un dispositif attentionnel et permet d'apprendre à s'investir sur quelque chose dans la durée et de travailler sur cette chose d'une manière à mobiliser son énergie intellectuelle et son attention de façon durable. Alors oui, je crois que l'éducation nouvelle, et là nous sommes en plein dans le cœur de cible, si je peux me permettre cette expression publicitaire, de Ferrière et des principes de l'éducation nouvelle de 1920, il me semble que l'éducation nouvelle doit redire, et redire sans cesse, que contre toutes les formes d'idéalisme, le matérialisme pédagogique dont parlait encore Célestin Freinet reste évidemment au cœur de toute activité pédagogique authentique. Le rapport avec l'objet est fondamentalement structurant pour l'enfant, structurant pour les rapports qu'entretiennent les enfants entre eux, puisque les objets arbitrent avec bien plus de légitimité les rapports de force que ne peuvent le faire un certain nombre d'enfants leaders au sein du groupe. Certains s'en souviennent ici, mais quand, au sein de l'INRP, la main à la pâte a été lancée,
Georges Charpak et Pierre Léna, à qui je rends hommage, et qui s'inscrivaient parfaitement dans la mouvance de l'éducation nouvelle, qui était complètement dans la suite de ce que les grands promoteurs de l'éducation nouvelle avaient voulu, m'expliquaient que, bien sûr, les petites mallettes de la main à la pâte avaient pour objectif de lutter contre l'illettrisme scientifique, bien sûr, mais pas seulement. Je me souviens de Pierre Léna me disant, vous comprenez, quand on fournit à des enfants 2 piles, 4 fils et 3 ampoules, celui qui a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui branche les ampoules, les fils et les piles de telle manière que les ampoules s'allument. L'objet arbitre sans opprimer. Et c'est aussi ça qui fait que le rapport à l'objet est ce qui a été appelé ici à plusieurs reprises les pédagogies du projet, parfois d'une manière un peu évasive en termes conceptuels, mais avec cette même volonté toujours de rentrer dans quelque chose où l'on prend conscience que le dialogue avec le monde est un dialogue qui nous construit et nous permet de construire le monde. 6e élément, dans une société où l'exaltation hédoniste du développement personnel fait confondre systématiquement spontanéité et créativité, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais vous êtes sans doute comme moi, quand vous cherchez un livre de pédagogie dans une librairie, vous devez passer avant par un rayon extrêmement long de livres de développement personnel qui vont des plus banals, du type « je maigris donc je suis », et écrivez « je maigris » comme vous voulez d'ailleurs, et jusqu'à tout ce qu'on peut imaginer évidemment sur toutes les formes de méditation ésotérico-écologico-bouddhiste, que je ne méprise pas et qui renvoie à de véritables préoccupations chez les gens. Hein. Mais nous voyons bien que tout ceci est le symptôme extrêmement fort d'une préoccupation qui est une préoccupation à prendre au sérieux, qui est la préoccupation du développement d'une intériorité que le monde d'aujourd'hui ne nous permettrait pas de construire. Et peut-être même d'une spiritualité. Si j'emploie le mot spiritualité, c'est parce que les pères de la laïque, hein, Claude Lelièvre en parlait, parlent de spiritualité. Et dans le dictionnaire de Buisson que nous avons réédité, je vous invite, si vous l'achetez, je vous invite vivement à l'acheter, il y a un fabuleux article sur les facultés de l'âme, au sens laïque du terme, hein, au sens laïque du terme, et pas du tout au sens religieux. Mais nous vivons dans cette espèce de monde où le besoin de reconstituer de l'intériorité risque de nous faire fuir dans une sorte d'hédonisme individualiste qui nous fait croire que toute forme de spontanéité est créative et qu'il suffit de s'asseoir en tailleur pour ressentir les forces telluriques du monde et de lever les bras au ciel pour être capable de retrouver la poésie de Verlaine ou de Rimbaud, voire la relativité générale d'Einstein. Il y a là une illusion que les promoteurs de l'éducation nouvelle n'ont jamais cautionnée. Ils n'ont jamais cautionné. Locarno, 1927, Célestin Freinet dit très clairement « La spontanéité n'est pas la créativité. La spontanéité, c'est la reproduction des clichés. C'est la reproduction des clichés sociologiques, commerciaux, des réclames, comme dit Célestin Freinet à l'époque. Laissez les enfants spontanés, ils vont vous raconter les réclames, dit-il. Hein? Et il a raison. La spontanéité, ça n'est en général que cela. Et l'éducation nouvelle, dès le début, a montré que la notion de contrainte n'est absolument pas une notion taboue, mais au contraire, qu'elle est la condition même de l'émergence d'une véritable créativité et d'une véritable liberté.
L'éducation nouvelle se doit, et c'est ce qu'elle a fait tout au long de son histoire, d'inventer les belles contraintes, celles qui permettent au sujet de se construire, de s'exaucer au-dessus du donné, au-dessus de l'immédiat, au-dessus de ce qu'il ressent dans un premier mouvement, et de ce à quoi on aurait tendance parfois, de ce dans quoi on aurait tendance parfois à le laisser patauger. Si je me permets de dire cela, c'est parce que nous avons aujourd'hui, et on en discutait il y a quelque temps à un colloque organisé par Éducation Devenir et la FESPI, je crois, nous avons maille à partir avec deux types d'adversaires. Nous avons les antipédagogues, mais nous voyons émerger ce que j'appellerais volontiers les hyperpédagogues. Hyperpédagogues qui d'ailleurs ne sont absolument pas attaqués par les antipédagogues. Vous avez, dans une collection de livres publiés par la célèbre édition qui était dirigée par l'actuel ministre de la Culture, toute une série d'ouvrages qui exaltent le refus systématique de l'école. Vous avez toute la littérature d'André Stern, « Je ne suis jamais allé à l'école ». L'école est ce qui casse l'enfant, le formate, il faut le laisser dans la liberté la plus absolue, etc. Vous avez un mouvement extrêmement significatif qui est en train de monter dans l'opinion publique en faveur de l'instruction en famille. Alors ça ne représente pas des quantités très importantes de gens, mais ça représente un courant de sympathie extrêmement fort. J'ai eu pour ma part à participer à de nombreux débats autour de films comme Alphabet, par exemple, que je vous invite à regarder parce que c'est des chefs-d'œuvre de manipulation intellectuelle extrêmement habiles, où des lobbies extrêmement puissants et aujourd'hui extrêmement bien implantés vont développer cette idée d'une forme de spontanéisme absolu qui ferait que toute contrainte et même toute forme d'intégration dans une institution, ce qui fait tenir debout l'institution, eh bien, serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Dans le film Alphabet, qui est un chef-d'œuvre du genre, on commence par vous montrer de grands amphithéâtres à Taïwan, à Shanghai, où des enfants de 6-7 ans s'entraînent à remplir des tests PISA, où on remet des coupes à tous ces enfants en les soumettant à une concurrence absolument acharnée. On vous montre un système scolaire qu'évidemment nous ne pouvons que récuser. On vous montre ensuite une jeune fille en Allemagne qui s'est suicidée tellement la pression scolaire était importante. Et puis hop, on bascule, deuxième partie du film. Nous voyons enfin André Stern à demi nu sur son cheval, dans la campagne, en Sologne, qui nous explique que, ayant eu la chance d'avoir des parents qui avaient un magnifique manoir et de pouvoir être élevé au milieu de la nature, il n'est jamais allé à l'école et qu'il a été ainsi sauvé de toutes ces manipulations scolaires qui gâchent l'enfance et abîment systématiquement l'humanité. Ces gens-là ne croyez pas qu'ils sont insignifiants dans le champ social. Ils sont puissants et qui plus est, ils trouvent parfois à être accueillis et même à être exaltés dans les mêmes magazines que ceux qui attaquent les pédagogistes que nous sommes censés être. Vous trouverez d'une manière tout à fait significative l'éloge d'un certain nombre d'écoles dites totalement alternatives, parfois même dites démocratiques, et ceux qui connaissent les écoles démocratiques savent un peu ce dont je parle, ou d'écoles qui confinent au sectarisme parfois même extrêmement dangereux. Vous trouverez un éloge fantastique de cela, avec une sorte de naïveté absolue,
une espèce de caution d'un familialisme. Hein, la famille serait la seule à avoir légitimité à éduquer l'enfant. Et ce familialisme, nous le voyons à l'œuvre. Hein, 50 demandes de création d'écoles familiales par semaine sur le bureau de la ministre l'an dernier à la même époque, avec chaque fois la même idée, que quelques parents se regroupent, décident de la pédagogie dont ils ont besoin pour leurs enfants, et puis embauchent un directeur et des enseignants, et nous ferons avec cela de la bonne école pour quelques privilégiés. Hein. Eh bien, face à cela, il me semble que nous avons à défendre la vertu des institutions. Des institutions, et en ce sens, ce que nous a dit Claude Lelièvre sur la nécessité de voir en l'éducation nouvelle le prolongement d'une institution républicaine me semble particulièrement d'actualité. Septième élément, dans une société où les évolutions des configurations familiales et les prothèses technologiques invitent l'enfant à camper dans l'infantile et l'adolescent à être parfois dans la toute-puissance, l'éducation nouvelle doit, me semble-t-il, fonder la différence entre le pouvoir et l'autorité et faire l'expérience fondamentale d'une autorité qui s'exerce toujours en tant que. Je m'inspire ici, et je le dis avec beaucoup de simplicité, de quelqu'un dont j'ai beaucoup appris, Fernand Houry. Fernand Houry qui disait l'autorité, c'est le quotidien de l'école. Mais l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Dans une société démocratique, nul n'a le pouvoir légitimement. Certains ont l'autorité légitimement. Ils ont l'autorité en tant qu'ils sont responsables de quelque chose. Et l'apprentissage de l'autorité, c'est l'apprentissage d'une autorité liée fondamentalement à la responsabilité. J'ai autorité sur le bocal à poisson rouge, même si j'ai 4 ou 5 ans et que je suis à l'école maternelle, je peux interdire aux grands de mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge, parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge. Et cette responsabilité me donne une autorité. Et il n'y a pas de véritable autorité qui ne soit liée à une responsabilité. Et c'est cela que nous portons et que porte depuis toujours l'éducation nouvelle à travers la notion d'autonomie des écoliers dans les communautés d'enfants telles qu'en parlait Ferrière. Lier toujours l'apprentissage de l'autorité à l'exercice de la responsabilité. Parce qu'une démocratie, comme le dit Claude Lefort, est un système dans lequel le lieu du pouvoir est vide. Le lieu de l'autorité est occupé par certains de ceux qui, à certains moments, exercent des responsabilités. Et j'en profite, parce qu'il nous a quittés il y a quelques jours, à faire ici un clin d'œil à notre ami André de Peretti, qui n'a cessé d'abord de s'inscrire dans ce courant de l'éducation nouvelle, mais aussi de montrer à quel point il y avait une infinité de possibilités de distribution de cette autorité dans la classe, de rôle, comme il disait, pour pouvoir faire de la classe, de l'école, mais aussi de tous les lieux d'animation possibles, de loisirs et d'activités socio-éducatives, des lieux d'expérience d'une démocratie qui n'est pas une démocratie du n'importe quoi, qui est une démocratie de la compétence et de la responsabilité, qui est une démocratie de l'apprentissage du bien commun. Et c'est en ce sens qu'il nous faut revendiquer l'autorité. Oui, nous sommes pour une autorité qui s'exerce en tant que. Non, nous ne sommes pas pour le pouvoir arbitraire et discrétionnaire qui demande aux gens d'attendre et d'attendre éternellement qu'un jour il soit légitimé. Huitième élément, dans une société où la construction identitaire des jeunes ne peut s'effectuer que dans la consommation compulsive pour une partie d'entre eux, et pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la consommation compulsive, à l'adhésion aveugle à des mécanismes fusionnels,
Il me semble, et c'est dans le prolongement de ce que je disais sur l'autorité, que l'éducation nouvelle, et on l'a vu dans de très nombreux ateliers, doit travailler sur la construction de cadres structurants, permettant de faire l'expérience d'un collectif où l'on peut construire son identité et être en sécurité sans aliéner sa liberté. Parce que, au fond, que vont chercher les jeunes que l'on dit radicalisés? Que vont chercher un certain nombre de ces jeunes qui vont s'aliéner à des groupes, à des bandes, à des gangs? Ils vont chercher de l'identité. Ils vont chercher de la sécurité. Mais ils le payent à un prix très fort. Ils le payent au prix de l'abandon total de leur liberté. Ils le payent au prix d'une emprise absolue sur leur comportement et sur leur psychisme. Ces phénomènes d'emprise, nous les voyons à l'œuvre au quotidien. Et ils interrogent l'éducation nouvelle comme ils interrogeaient déjà Ferrière, Claparède, Freinet et tous les autres. Comment peut-on à la fois permettre à des jeunes d'adhérer à un groupe qui leur donne une identité, qui leur confère une certaine sécurité, mais qui ne leur impose pas d'aliéner leur liberté? C'est une vraie question, et c'est une question à laquelle, me semble-t-il, beaucoup ont tenté de répondre, et à laquelle nous devons sans cesse tenter de répondre, parce qu'elle est au cœur de l'avenir de notre société. 9e élément, dans une société, je le disais tout à l'heure, où les savoirs et la culture sont réduits à leur caractère d'efficacité virale, eh bien l'éducation nouvelle doit faire entendre, cela a été souligné, et nos collègues du GF1 n'ont cessé de nous le dire et de nous le redire avec une insistance légitime. L'éducation nouvelle doit faire entendre que les savoirs s'inscrivent dans une genèse, et pas simplement dans une chronologie, et participent à un mouvement qui est celui de l'émancipation collective des humains. Il y a là quelque chose d'absolument essentiel, que cette distinction fondamentale entre le caractère viral d'une information, la rumeur, et puis l'intelligence du savoir en tant qu'il est la possibilité de s'inscrire dans une aventure collective d'émancipation d'humains qui comprennent et maîtrisent de mieux en mieux leur destin. 10e élément, je vais très vite, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, dans une société où les replis familialistes et clanistes mettent à mal le lien social, l'éducation nouvelle doit faire de la solidarité le principe d'un service public refondé. Solidarité, c'est un terme que l'on utilise beaucoup. Solidarité, ce n'est pas encore un terme que notre service public a mis au cœur de son fonctionnement. Bien sûr, il y a eu des efforts colossaux. Bien sûr, il faut saluer le magnifique travail d'Alain Savary au moment de la création des zones d'éducation prioritaire. Mais bien sûr, nous savons que tout cela est aujourd'hui bien mis à mal. Nous savons qu'un élève d'éducation prioritaire coûte finalement moins cher à la nation si on regarde le coût des enseignants, le coût des options et l'ensemble du budget consolidé de son établissement qu'un élève d'un collège de centre-ville. Et nous avons besoin de remettre au goût du jour cette idée de solidarité et de la mettre au cœur du service public, parce qu'un service public qui ne serait pas fondé sur la solidarité serait évidemment contraire au projet de l'éducation nouvelle. Dans une société aussi où les emballements scientistes, j'en parlais tout à l'heure, font parfois oublier les finalités et les leçons de l'histoire, eh bien l'éducation nouvelle, ça a été dit à plusieurs reprises, et l'atelier sur les sciences cognitives et sur les neurosciences était à cet égard extrêmement intéressant, doit être attentive à ne jamais fermer la porte à un apport. Les apports sont des richesses, mais à ne jamais voir dans cet apport une manière de clôturer le débat. Tout au contraire. Ces apports ouvrent, complexifient la situation, nous offrent des possibilités supplémentaires d'action dans certains cas, mais nous ne devons jamais renoncer à les interroger sur le plan axiologique et sur le plan des valeurs. La science, c'est jamais neutre.
et l'usage d'une science, le choix d'une science pour légitimer des pratiques n'est jamais neutre. La question de l'axiologie, la question des finalités, la question de ce que nous voulons faire de nos enfants et de ce que nous voulons faire de la société de demain est bien évidemment au cœur de notre regard sur les apports de la science. On pourrait nous prouver qu'en mettant tous les enfants sous électrode à 1 an et demi, ils apprennent à lire en 3 mois. Est-ce que nous accepterions pour autant que cet apport-là est un apport déterminant pour l'avenir de l'humanité? Alors non, nous ne sommes pas archaïques. Oui, nous sommes les premiers d'ailleurs, l'éducation nouvelle, à avoir dit dès les années 1900 l'importance de prendre en compte la recherche de la psychologie de l'enfant. Mais en même temps, ces grands chercheurs psychologues qui étaient Vallon, qui étaient Piaget, ont toujours été aussi des gens qui ont interrogé philosophiquement l'utilisation pédagogique de leurs travaux. Interroger philosophiquement l'utilisation pédagogique de leurs travaux et qui n'ont jamais été dans une sorte de totémisation de ces travaux-là. Et l'éducation nouvelle a à cet égard encore, je crois, son mot à dire. Et enfin, 12e élément, dans une société où le ministère de l'Éducation nationale est quand même bien en réalité, malheureusement, contrairement à ce que cela a été à l'époque de Jean Zay, et cela nous a été rappelé tout à l'heure, un ministère de l'instruction scolaire, il me semble important que l'éducation nouvelle fasse de la question de la mobilisation collective autour des droits de l'enfant un enjeu global. Un enjeu global, un enjeu fondamental. Il y a eu des ateliers sur les droits de l'enfant et j'y ai participé avec beaucoup d'intérêt. Il y aura en 2019 la 2e biennale peut-être et de toute évidence le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 2019, sera sans doute un moment intéressant pour replacer la question éducative dans sa globalité, pour sortir d'une vision parfois trop scolarocentrée de l'éducation. N'oublions pas que l'école, ça n'est jamais que 10% du temps de vie d'un élève. 10%. Hein? Pas de temps de vie sur sa vie, du temps de vie sur une année. 10%. Pensons médias, pensons famille, bien sûr, pensons tissu associatif et culturel, pensons la ville. L'anarchiste et pédagogue, d'ailleurs, Joseph Fourier, disait que les premières préoccupations pédagogiques se mesuraient à la largeur des trottoirs dans les villes pour que les mères puissent y promener correctement leurs enfants et que les enfants puissent jouer sans être renversés par les chars à bœufs. Oui, pensons à tout cela, pensons à un monde qui permette aux enfants de se construire. Alors, je vais m'arrêter là. On pourrait évidemment continuer et multiplier les chantiers, mais l'heure tourne. Je ne voudrais pas terminer sans néanmoins vous laisser un message qui est un message de mobilisation et de mobilisation autour du droit à l'éducation pour tout enfant, même si cela n'est pas tout à fait compatible avec le confort des adultes. Je crois que là encore, nous avons un rôle à jouer. Antoine Pro a pris l'initiative il y a quelques semaines d'un texte sur la question épineuse de la semaine de 4 jours. Il a eu raison, même si on peut discuter tel ou tel point. Mais il a eu raison sur l'enjeu. Est-ce que nous sommes prêts, nous autres adultes, à faire le sacrifice d'un peu de notre confort pour préparer l'éducation de nos enfants? Alors je ne vais pas vous dire que d'ici 2019, les lendemains vont chanter. Les lendemains seront peut-être difficiles. Et dès lundi, nous allons sans doute avoir quelques déclarations
un peu compliqué, parfois un peu amer, quelques potions et quelques breuvages un peu difficiles. Et c'est la raison pour laquelle, avant de vous laisser regagner vos pénates et puis conclure cette matinée, je ferai simplement avec vous allusion à un poète que j'aime beaucoup, René Char, dont j'ai beaucoup appris et qui m'a beaucoup aidé, et qui, dans un texte célèbre, nous dit redonnez-leur. Redonnez-leur ce qui n'est plus présent en eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur de la chute à l'essor les 12 mois de leur visage, car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres, et qui sait voir la terre aboutir à ses fruits, point ne l'émeut l'échec, quoiqu'il ait tout perdu. Point ne l'émeut l'échec, quoiqu'il ait tout perdu. Nous n'avons pas tout perdu, nous pouvons de temps en temps trébucher, échouer, mais nous saurons voir la terre aboutir à ses fruits en 2019, en 2021 et bien plus tard encore. Merci de votre attention.